Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, évidemment, l'attaque à la préfecture de police de Paris. Et avec moi cette semaine pour revenir sur cette affaire aussi inquiétante que tragique, Xavier Hofer, le criminologue. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vous propose, avant de vous donner la parole, de regarder un très rapide résumé des faits. Jeudi 3 octobre 2019, c'est un jour qui a les apparences de tous les autres. Michael Harpon, 45 ans, est à son travail. Sourd de naissance, il est informaticien à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris depuis 2003. Une fonction qui lui procure l'habilitation secret défense. À 12h18, il sort de la préfecture pour acheter 2 couteaux. Il revient à 12h36. 12h53, Michael Harpon est dans son bureau. Muni de ses 2 armes, il attaque 2 de ses collègues, les blessant mortellement. Il poursuit son chemin macabre au bureau voisin et assassine un adjoint administratif. Il tente de pénétrer dans un 3e bureau où se trouvent 3 autres fonctionnaires, mais la porte est verrouillée. Il décide de descendre au rez-de-chaussée. Sur son chemin dans l'escalier B, une gardienne de la paix sera également prise pour cible. Elle ne survivra pas. Michael Harpon fait encore quelques pas et poignarde une fonctionnaire des ressources humaines. Elle sera blessée mais pas tuée. Le chemin de l'assaillant sera finalement arrêté dans la cour de la préfecture. Après plusieurs sommations, un gardien de la paix stagiaire neutralise Michael Harpon. Alors Xavier Hofer, on est un peu plus d'une semaine après cette attaque. Est-ce que l'on en sait plus sur le profil de ce Michael Harpon? Oui, on sait que c'était un monsieur qui avait eu une carrière un peu difficile du fait de son handicap. En réalité, il était sourd, pratiquement sourd. Il entendait à peine et juste quand on lui parlait droit en face. Et d'après ce qui m'a été dit par un de ses éducateurs, c'est-à-dire un de ceux qui ont contribué à lui permettre d'avoir un travail, de compléter ce qu'il n'arrivait pas à entendre par le langage des sourds, bref, à l'amener au niveau professionnel. C'était un garçon à l'origine très doux, plutôt sympathique et qui a connu une évolution petit à petit inquiétante vers d'abord un changement de religion. Le monsieur qui m'a informé me dit que souvent les gens qui sont dans ce type de handicap ont besoin de rôles et de modèles dans la vie, ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes et le fait d'avoir ultérieurement épousé une femme qui subissait le même handicap n'a sans doute pas contribué à l'ouvrir sur le monde extérieur et à partir de ce moment-là, il a commencé à entrer dans une logique de foi toujours plus intense et de foi toujours plus radicale et on sait comment ça s'est terminé. Ce que me dit ce monsieur, c'est que dans la phase où il a connu durablement Michael Harpon, qui était son élève, et donc avec d'autant plus de proximité que naturellement avec quelqu'un qui a un handicap, une sorte la chaleur s'instaure, on a envie d'être sympa avec lui, etc. Il s'entendait très bien, et il me décrit à l'origine un garçon qui était la douceur même, qui avait une forme d'humour, et que brutalement tout cela a disparu, tout cela a été remplacé par une dureté, et quand il a entendu cet enseignant qui n'avait pas vu Michael Harpon naturellement dans la phase dernière de sa vie et qu'il a lu tout ce qu'on a dit de lui, tous les témoignages sur lui, de son entourage, de ses voisins, etc., il ne reconnaissait plus du tout celui qu'il avait connu. Et il dit que ce monsieur est naturellement un psychologue, en dehors de connaître le langage des signes, de savoir comment faire, mais il faut une grande psychologie, bien entendu, pour ne pas heurter, braquer, décourager des gens qui ont une marche très haute à monter. Celle d'abord d'acquérir des connaissances dans un domaine technique, et deuxièmement de les acquérir dans une ambiance pour eux comment dire, fragilisante, quoi. J'y arriverai pas, je comprends la moitié de ce qu'ils me disent, etc. Donc il faut beaucoup d'empathie et beaucoup de chaleur. Et il me dit que ça ne correspond
pas du tout au garçon qu'il avait connu. Et selon lui, selon cet éducateur, il est impossible que cette mutation se soit faite toute seule, qu'il ait généré en lui-même tout ce qui l'a poussé à tuer. Et par conséquent, on ne parle pas de religion ou d'un changement d'orientation religieuse, etc. On parle de la radicalisation, du fanatisme, et ça ne pouvait pas venir tout seul. Et il ne semble pas que son épouse elle-même, un petit peu dans une sorte de cocon de monde que confère la surdité, ait eu sur son mari l'autorité nécessaire pour parvenir à ça. Il semble donc, d'après cet éducateur et d'autres analyses qui sont faites par des experts, que des individus extérieurs et eux-mêmes fanatiques aient eu sur M. Harpon une influence grave et à la fin criminelle. Alors on l'a vu, on va quand même revenir à sa conversion, a priori qui date d'une dizaine d'années, et une évolution vers un rigorisme de plus en plus visible, puisque d'après ce que l'on a entendu, il y avait eu des signalements oraux qui a été fait, notamment sur le fait que Michael Harpon ne voulait plus serrer la main aux femmes, que Michael Harpon avait une seule fois, mais tout de même une fois, demandé d'arranger son planning pour pouvoir faire la prière pendant le Ramadan. Donc il y avait quelques signes, entre guillemets, de repli vers la religion. Oui, mais ceux qui disent ça a posteriori, vous savez, c'est toujours pareil. Vous avez un attentat terrible et le lendemain, on vous sort à la radio, à la télévision, tout sur la vie de l'intéressé du terroriste depuis pratiquement son premier biberon. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on savait tout et on n'a pas détecté l'essentiel. Vous savez, les services de renseignement sont des machines à aspirer énormément de choses. Et de plus en plus maintenant, avec les fameux data, les données qui traînent partout et qu'il suffit d'aspirer et puis de les conserver après, en évitant de se les faire piquer, mais ça c'est une autre affaire. Donc vous avez affaire à des services qui servent énormément de choses, mais ils n'ont pas la connaissance, la capacité de diagnostic qui permet de dire celui-là il file un mauvais coton, alors on va s'intéresser à lui et on va essayer de le désamorcer. C'est cette science-là qui monte. Et hélas, y compris au niveau des ministres, on a encore entendu le pauvre Castaner qui, comme d'habitude, annonce en lisant des papiers qu'on lui a donné à peu près n'importe quoi. Ce qui s'est produit dans le cas de l'affaire de la tuerie en question dans la cour de la préfecture de police s'explique de la manière suivante. Et il faut savoir, je le dis pour que ça soit clair dans l'esprit des auditeurs, que M. Harpon était habilité au secret de défense. Je l'ai été moi-même pendant 10 ans. J'ai une habilitation de 5 ans renouvelée. Et puis après ça, quand j'en avais plus besoin, je ne l'ai pas fait renouveler. Et deuxièmement, je connaissais bien les locaux et les lieux de la DRPP, ce qui n'est pas fréquent, quoi. On ne se promène pas dans un service d'enseignement. Pourquoi ? Parce que l'ancien patron de la DRPP et moi-même, à un moment donné, étions les co-rédacteurs d'un des chapitres d'un livre blanc de la sécurité, donc j'y allais régulièrement pour travailler avec lui. Donc c'est un contexte que je connais et des gens, pour nombre d'entre eux, que je connais. Mais ce sont des policiers. La DRPP est un service de police voué à faire du renseignement comme d'autres services sont voués à faire la circulation ou de la police judiciaire. Ça veut donc dire que les policiers, la base de leur activité, ce qui fait qu'ils peuvent exercer leur métier, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est la même chose pour les militaires dans un autre contexte. La base, et ça, je veux dire, le pauvre Castaner, il plane. Voilà, c'est qu'on ne peut faire ces métiers-là qu'en fonction d'une donnée tout à fait fondamentale et primordiale qui s'appelle l'esprit de corps. Vous ne pouvez pas, quand vous avez des choses dangereuses à faire, vous ne pouvez pas les faire toutes seules dans votre coin en fonction de vos fantaisies et de l'affection ou de la détestation que vous éprouvez pour X ou Y. Vous le faites en équipe. Alors, quand dans l'équipe en question, un individu est bizarre, le cas le plus fréquent dans la police, du fait de la dureté de ce qu'ils subissent comme expérience au quotidien, beaucoup, à un moment donné, sont tentés ou, hélas, tombent dans l'alcoolisme. Dès qu'on voit qu'un collègue arrive à 8 h le matin en sentant le pastis, etc., on peut le signaler à son chef d'équipe. La police, c'est quelque chose de hiérarchisé. Il y a des équipes
qu'on appelle par exemple des brigades. La BAC de nuit, c'est une brigade, etc. C'est un groupe d'individus avec un chef qui est un officier de police. Alors vous dites, officier de police, voilà. Que va faire l'officier de police? Eh bien, systématiquement, il le garde pour lui. Il essaye de voir ce qu'il peut faire à son niveau, ou alors il refoule simplement l'idée en question, mais il le garde pour lui. Je peux vous garantir, de la manière la plus formelle, que jamais la haute hiérarchie de la DRPP n'a été informée de ça. Les collègues ont parlé à N+1, c'est-à-dire à la personne qui était le chef de l'équipe dans laquelle était inséré M. Harpon, et puis c'en est resté là. Pourquoi ? Parce que déjà, en temps ordinaire, il n'est pas dans la culture policière de balancer un collègue. Ce n'est pas une culture de balance. C'est une culture, au contraire, de la solidarité, de la chaleur, de régler les problèmes au niveau de la base, où ils sont, et puis on ne balance pas à l'extérieur. Mais quand on parle d'habilitation secret défense, on imagine que ce sont des personnes étrangères au service de là où la personne en question travaille. Alors, j'en finis, et puis après ça, on y vient. Donc, ce n'est pas monté plus haut que N+1. Les gens qui étaient à l'époque à la direction de la DRPP sont tombés des nues en voyant le garçon qui venait dans leur bureau réparer leur ordinateur, souriant, gentil, etc. Voilà. C'était une surprise totale. Pourquoi ? Parce que la police ne balance pas. Et le fait que M. Castaner ou quiconque d'autre, ou même le président de la République, il faut être vigilant, il faut rapporter ce que vous voyez, même pas en rêve, ça n'arrivera pas. On essaye toujours de régler les problèmes à la base. Et pourquoi on agit ainsi ? C'est pas par une sorte d'instinct romantique, de l'omerta, de la loi du silence, c'est parce que c'est la base de l'esprit de corps. L'esprit de corps, les gens qui sont à un niveau règlent leurs problèmes à leur niveau. Et si vous n'avez pas cet esprit de corps, ben c'est simple, il n'y a plus de police et il n'y a plus d'armée. Donc il faudra nous expliquer comment... Alors, on peut avoir une société de la vigilance, je ne sais pas, au bureau des longitudes où on veut, mais pas dans des endroits où on risque de se faire trouer la paillasse. Quoi. Pas dans la police, pas dans l'armée, pas dans la gendarmerie. L'esprit de corps passe avant tout. Et puis, deuxièmement, l'habilitation au secret défense. Alors, voilà, il faut d'abord que les gens comprennent une chose. Les services de renseignement du premier niveau, tout au niveau, la DGSE, la DGSI, le renseignement militaire, ils ont leur propre service de contre-espionnage. Ils ont en leur sein une unité qui est chargée de vérifier si la boîte n'est pas infiltrée par des espions étrangers ou par une secte. Ça peut arriver aussi, ou quoi que ce soit de ce genre-là. Non, il ne faut pas rire, les sectes, ça peut être extrêmement intrusif. Hein, ils cherchent à s'infiltrer partout. Ou alors par les fractions les plus radicales de l'islam politique, comme les frères musulmans, ou pire encore, par des salafistes. Donc ça existe. Je pense, enfin... 100%, on ne peut jamais garantir, mais à 98%, une telle histoire était inenvisageable, inimaginable à la DGSE ou à la DGSI, etc. Il y a des signes, et là, il y a des gens qui viennent vous voir dans votre bureau en disant « vous n'avez rien remarqué, machin, ça va, etc. » Donc, il y a ce travail d'aller constamment à la pêche, de garder toujours quelque chose sur le feu qui avance, qui permet de s'informer. Ça existe. Ça n'existe pas dans les autres services de renseignement. La DRPP n'a pas son propre système de contre-espionnage. Elle compte pour cela sur le renseignement intérieur qui fait tout, sauf la région parisienne, c'est-à-dire sur la DGSI. Ou alors sur le renseignement territorial de la région parisienne, qui est une sorte de police un peu semblable aux anciens renseignements généraux, vous savez. Ils repèrent le Harpon dans une mosquée, ils le voient habillé en djellaba, et puis ils préviennent en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Manifestement, soit il n'a pas été repéré par ce qu'il fallait au moment où il le fallait, et soit, bien entendu, ça a été repéré mais pas transmis pour une raison qu'il appartiendra à l'enquête de révéler. Alors justement, on a vu que Michael Harpon travaillait dans ce service depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années au minimum. Est-ce que finalement, il y a une espèce de passage en revue régulier, ou est-ce que c'est à l'entrée au recrutement, ou est-ce qu'on revient régulièrement sur les personnages qui sont entrés dans le service? Alors, il y a différents type d'administration, si vous voulez, de délivrance de l'habilitation au secret défense. Ça peut être pour 5 ans, ça peut être pour 7 ans. Dans les services de renseignement d'usage, c'est 5 ans.
Et à partir du moment où vous avez cette procédure, eh bien, elle est renouvelée tous les 5 ans. Au bout de 4 ans et demi, il y a un monsieur qui vient vous voir, vous recevez un mail en disant faut renouveler. Mais en même temps, la procédure, elle est un peu touchante et un peu dans le temps, quoi. C'est une procédure qui était sans doute adaptée à des gens qui vivaient dans des casernes avant les guerres coloniales. Je me souviens, en ce qui me concerne, la compromission du secret défense, on ne va pas faire ça, mais dans le papier que j'ai été amené à remplir, il y avait une case qui était grande comme ça, vous savez, genre timbre-poste, en disant « mettez là-dedans tous les voyages que vous avez faits depuis 10 ans ». Alors, je leur en ai rempli 5 pages en disant j'ai été au plus gros, mais j'étais obligé de faire une annexe parce que là, j'y arrivais pas. Donc, on voit très bien l'esprit. C'était le monsieur qui vivait dans une caserne à Metz-tous-les-Verdun, et puis qui avait été une fois voir sa cousine Ernestine à Hanovre. Alors, il fallait, voilà, mais c'était pas... Les procédures en question étaient mal adaptées aux gens qui vivent dans la mondialisation, dans le monde moderne. Je n'ai pas vu récemment les papiers en question, parce que je ne l'ai plus, l'invitation, mais je peux vous dire qu'à l'époque, pas il y a 300 siècles, hein, c'était il y a une douzaine d'années, c'était pas du tout adapté, d'ores et déjà. C'est-à-dire que moi, il y avait des tas de questions qui pour moi étaient absurdes, et d'autres où il n'y avait pas la moitié de l'espace qu'il fallait pour simplement en remplir le 10e. Donc, les procédures sont-elles adaptées ? Nous avons, la France a en général la plus vieille bureaucratie du monde après celle du Vatican, qui est la plus ancienne de toutes, mais qui est un peu spécifique. Dans la bureaucratie d'État, la France est une bureaucratie qui a 3 siècles de plus que toutes les autres. Songez que, par exemple, en tant qu'État-nation, l'Allemagne et l'Italie sont apparus au XIXe siècle. Alors que dans le cas de la France, sous Philippe le Bel, il y avait des arrêtés, des décrets. Voilà, ça commence, ça tourne. Et puis ça tourne depuis 7 ou 8 siècles. Voilà. S'ajoute à ça un phénomène particulier dans le cas de la préfecture de police, qui est que la préfecture de police est la plus vieille police du monde. Il n'y en a pas une qui soit aussi ancienne. Toutes les autres polices du monde développé sont issues et sont des copies de la police telle qu'elle a été conçue à Paris sous Louis XIV. Voilà, la lieutenance de police du lieutenant-général Larénie a été fondée sous Louis XIV, et après ça, ça a servi de modèle. Ça se prouve dans toutes les autres langues européennes, qui après ça ont conquis le monde entier. Tous les mots qui servent à désigner cette institution, c'est le mot français. Polizei, policia, police en anglais, etc. Donc la préfecture de police est la matrice. Encore aujourd'hui, des gens viennent du monde entier, des professionnels, admirer la salle de commandement de la préfecture de police, qui est un absolu bijou. Des gens qui sont 100 fois plus riches et puissants que la France n'en ont pas la moitié. Voilà. Et en plus de ça, ce qui explique la singularité de la place de la préfecture de police dans le dispositif français, la préfecture de police a peut-être 80 ans d'antériorité sur le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, au moment où Louis XVI est écarté du pouvoir avant d'être emprisonné et guillotiné, le ministère de la Maison du Roi devient le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est à la fin du règne de Louis XVI. Au milieu du règne de Louis XIV, la préfecture de police, et voilà, donc il y a 2 règnes complets. Et quand on interroge les gens de la préfecture de police, ils disent « Oui, État dans l'État », ils disent « Mais attendez, on était là les premiers, quoi. Qu'est-ce que vous dites ?» Voilà, on était là avant. Ça explique un peu la singularité. Souvent, les gens disent « Oui, il y a le ministère de l'Intérieur et puis il y a une préfecture de police à Paris. » Les autres préfectures de police en province, c'est des gros commissariats de police. Ça n'est pas du tout ce qu'est la préfecture de police de Paris, qui est un bijou. Littéralement. Donc c'est très important de comprendre ça, et c'est très important de comprendre que, étant touchée à cet endroit-là, la police française est très gravement atteinte. Elle est atteinte dans ce qu'elle a de plus ancien, de plus sophistiqué, et c'est pas un commissariat de banlieue qui a été touché, quoi. La préfecture de police de Paris, c'est quelque chose qui compte, même au niveau international.
en tant qu'intervenant beaucoup à l'étranger, j'ai reçu des coups de téléphone de Croatie, en disant mais qu'est-ce qui se passe, la préfecture, tu te rends compte, etc. D'anciens étudiants qui sont maintenant des dignitaires de la police ou de la gendarmerie dans des pays du Maghreb ou alors dans les Balkans, ils me téléphonaient, ils étaient abasourdis que ça se soit produit comme ça et à cet endroit-là. Alors justement, c'est tellement symbolique, on se dit qu'il y a quand même des compétences toutes particulières qui sont réunies au sein de cette préfecture de police. On a du mal à imaginer qu'un homme seul, armé d'armes blanches, déjà ait pu pénétrer dans la préfecture avec des armes blanches. Alors il paraîtrait qu'il s'agit de couteaux en céramique qui ne passent pas au détecteur. Il est aussi possible qu'ils ne soient pas passés par les détecteurs. Et il a quand même réussi à vaquer, entre guillemets, à ses méfaits pendant 7 minutes, alors qu'on imagine quand même qu'il y a des agents armés au sein de cette préfecture. Mais je vais vous dire, moi je suis rentré 50 fois à la préfecture de police, justement dans le cadre du travail que j'avais à faire. Je suis jamais passé par un détecteur. Jamais. On me soulevait une barrière, on disait « Ah, monsieur Hofer, allez-y », et puis voilà. Donc, et selon vous, c'est normal, ça? Dans mon cas, c'était une forme d'anormalité, mais c'était vu à la télé, quoi. « Ah, monsieur Hofer, je vous ai vu, et hop, passez, on vous connaît ». Et Harpon, ben, ils le connaissent depuis 10 ans ou 15 ans. « Ah, salut, Michael, tu vas bien? Allez, hop, passe ». Voilà comment ça se produit. Je te suis, ou alors une fois exceptionnellement, parce qu'il fallait que je passe par une autre entrée, parce que je venais en même temps pour récupérer mon passeport et aller voir le monsieur que je devais aller voir. Là, ok, je suis passé par un endroit où il y avait une barrière, enfin en tout cas, et puis un portique dans lequel on devait obliger que ça soit. Autrement jamais. Alors à la fin, vous savez, la fonction la plus importante de l'esprit humain, autrement, l'espèce humaine aurait disparu. C'est une fonction tout à fait fondamentale, c'est la fonction d'oubli. Si l'être humain n'oublie pas, si son cerveau n'oublie pas, il devient fou au bout d'un moment. Donc la fonction de lassitude et la fonction d'oubli, les dispositifs les plus sérieux, les consignes, les protocoles les plus serrés, etc., à la fin, c'est à l'épasse, quoi. Donc, à vrai dire, on n'arrive pas à savoir, au moment où on se parle, je n'arrive pas à savoir si c'est des couteaux en métal ou des couteaux en céramique. On a tout entendu et son contraire. J'ai entendu des gens... un ami dont la femme travaille là-bas, était sur place, etc. Elle m'a dit que c'était des couteaux en métal, que ça, il y en avait un qui était tombé par terre et qu'elle avait pu le voir. Bref, on ne sait pas trop. Hein. On a entendu un couteau à huître et en céramique, ça n'existe pas. Non, parce que c'est pas fait pour casser des choses dures. Bref, toujours est-il qu'il a pu entrer là-dedans, et à partir du moment où vous y êtes, eh ben, il n'y a plus aucune espèce de contrôle possible. Alors, effectivement, quand un individu, surtout avec ce type de handicap, ça n'est pas systématique, mais parfois, ça donne des gens qui sont extrêmement enfermés sur eux-mêmes, et quand ça explose, ce qui s'appelle en psychiatrie un phénomène de décompensation, vous avez affaire à des gens dont la force est décuplée, puis ils vous égorgent, et puis voilà, vous êtes mort, et puis c'est fini, quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui était, tiens, il m'a posé une question désagréable, alors je vais l'égorger. C'est quelqu'un qui était dans une sorte de transe depuis la nuit précédente, vous avez vu. Voilà. Et là, ça s'est traduit comme on l'a vu. Alors, à l'heure actuelle, le plus grave dans cette affaire-là, je ne pense pas que même les dirigeants de ce pays savent à l'heure actuelle si c'est quelque chose qui l'impliquait lui-même ou qui en impliquait d'autres, qui l'auraient par hypothèse poussé à agir ou pour le compte duquel il aurait fait des missions, peut-être récupérer des éléments dans l'informatique, ça, on ne le sait pas, mais... ce que je peux dire à l'heure actuelle, formellement en tout cas, c'est que chaque fois qu'on a prononcé le mot de loup solitaire, on a gratté un peu, et puis derrière, à Mohamed Merah, les autres, on s'est rendu compte qu'il y avait du monde derrière quand même. Pas forcément du monde dans l'action, mais dans l'incitation, mais dans une espèce de contrôle à distance. Voilà, exactement. Hein, on était plus dans le cadre à ce moment-là que là aussi en psychiatrie, on appelle un délire à plusieurs. C'est-à-dire que des gens qui sont dans la même forme de folie et qui se poussent les uns les autres à l'action. Je voudrais rebondir sur un détail que vous avez fourni. On a entendu dire justement qu'une des victimes au moins avait été égorgée et non pas poignardée. Est-ce qu'on a la vérification de ce fait? Je pense que oui. Des gens qui ont des responsabilités dans la police me l'ont dit. Donc là, une victime a au moins été égorgée, ce qui est quand même significatif d'un point de vue criminologique. C'est un mode d'action fréquent chez les islamistes. Parce que
c'est une sorte de meurtre rituel. Par exemple, les gens qui sont montés dans les avions le 11 septembre avaient des instructions sur eux. Ils avaient une fatwa délivrée par un dignitaire wahhabite de l'Arabie saoudite qui, par la suite, s'est bien gardé de se faire connaître, comme on l'imagine. Mais donc, c'est un texte anonyme où toute la vie et toutes les actions des futurs assassins du 11 septembre sont dictées minute par minute, pratiquement, que la veille, ils doivent faire une ultime toilette, qu'ils doivent se raser, qu'ils doivent être propres parce qu'ils vont aller tout droit au paradis, qu'il faut qu'ils récitent telle sorte de prière, que le lendemain, quand ils monteront dans l'avion, tout est dicté, quoi. Ils doivent monter en mettant le pied droit d'abord dans l'avion, parce que le prophète mettait toujours le pied droit en premier quand il entrait dans une mosquée, que tout est dicté, et il leur est édicté d'égorger les pilotes. Le terme utilisé n'est pas le terme en arabe qui signifie tuer, c'est le terme qu'on emploie pour le sacrifice de Salomon, par exemple, c'est-à-dire tuer son fils, voilà, le jugement de Salomon, etc. C'est donc un terme, c'est un meurtre rituel. Et ça se voit ni chez les Mormons, ni chez les autres, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique, hein, voilà. Et donc le fait qu'il l'ait fait une fois prouve que l'intention de donner une mort qui a un sens religieux était avérée, quoi. Alors, ce que je vous propose, Xavier Hofer, on a vu un effet de sidération dans le pays après cette attaque. Alors, on est allé interroger les Parisiens pour leur demander justement ce qu'ils avaient perçu de cette affaire. Alors, je trouve ça juste hallucinant. C'est terrible et vu que ça se savait déjà avant, je suppose, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver et c'est juste inadmissible. Je ne sais pas s'il y a assez de contrôles psychologiques pour les gens qui travaillent là-bas. Mais du coup, je pense que c'est assez inquiétant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui normalement est censé nous donner des sécurités. Moi, je travaille pour une grosse entreprise qui s'appelle Air France, où les personnels sont filtrés, refiltrés. Et là, à la préfecture de police, le fait que les salariés soient moins filtrés, je trouve ça juste dingue. Apparemment, c'est quelqu'un qui travaillait là-bas, donc est-ce qu'il n'y a pas dans ces infrastructures-là, les services de police, les tribunaux, est-ce qu'il n'y a pas un contrôle renforcé à faire en amont des personnes qui peuvent travailler là-bas et qui peuvent accéder à ces lieux-là? Je pense pas que ce soit des actes qui concernent en fait la religion, la radicalisation. C'est des actes, c'est des personnes en fait atteintes mentalement qui pensent à une chose, tuer des gens, des pauvres personnes pour rien. Un terrorisme, moi personnellement, je suis pas terroriste, loin de là. Moi personnellement, je suis un terroriste comme le Bataclan, tout ça, c'est des grosses attaques. C'est pas pour tuer 3 policiers. Je vois pas pourquoi un terroriste il aurait fait ça. Il a rien à gagner dedans. Alors très clairement, Christophe Castaner ne peut pas être tenu responsable de tout ce qui se dit, dans la mesure où cette personne, elle était en fonction à la préfecture depuis très très longtemps. C'est assez compliqué parce que je pense que on ne sait pas ce que la personne, au fur et à mesure, dans sa vie, ce qu'elle a vécu par la suite, elle peut être totalement de confiance au début et après on ne sait pas ce qui peut lui arriver en fait. C'est un peu faible parce que les Parisiens, on a besoin d'une sécurité plus forte. Des missions direct. Il faut mettre un autre chef de police. Alors, premier commentaire, Xavier Hofer. Il y a quelque chose qui est très juste. Un des garçons qui parle dit qu'on aurait dû faire attention parce qu'il était là depuis un certain temps, etc. C'est parfaitement vrai. Tous les gens qui font du renseignement savent que plus une source, plus un collègue est là depuis longtemps, et plus il faut être attentif à ses réactions. Au début, tout nouveau, tout beau. Je vais utiliser un exemple trivial. Quand vous avez embauché la femme de ménage, elle ne va pas vous voler dans la semaine, quoi. Il faut qu'elle s'implante. Puis au bout de plusieurs années, il y a un effet d'aubaine, et voilà. Donc chacun sait que, et c'est la raison pour laquelle on fait tourner les gens dans les services. À certains postes sensibles, commissaire de police, officier de renseignement ou autre, on laisse les gens pas plus de 5 ans. Parce qu'au bout d'un moment, il peut se produire des choses bizarres. Hein. Et là, s'agissant d'un individu, alors évidemment, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas une accusation, mais
l'univers un peu refermé dans lequel il vivait, le fait que vivre dans un univers un peu renfermé peut faire susciter des idées noires, des idées bizarres, des idées de persécution, d'autant plus qu'il est originaire de l'outre-mer, peut avoir généré en lui une spirale, peut avoir amorcé en lui une spirale négative, et la spirale négative n'a pas été repérée du tout. Et comme je pense l'avoir déjà dit, vous avez le petit chef qui est juste au-dessus et qui dit « Ok, voilà ». Tout le monde dans la police se souvient d'un fait qui était très grave, mais que personne n'a perçu à ce moment-là. Il y avait un commissaire de police dans un des grands aéroports français. Ce commissaire de police signait des papiers ou faisait des petites, vous savez, bons permettant aux gens de sortir des zones où ils étaient relégués, et puis après ça, de s'enfuir dans la nature. Le commissaire en question était d'origine africaine. Il a été signalé par un lanceur d'alerte. Après ça, alors, je ne sais pas me prononcer sur la culpabilité de cet individu, mais toujours est-il qu'après ça, raciste, machin, etc., il a réussi à se faire réintégrer avec les excuses et les félicitations du jury. Et donc, tout le monde dans la police, on dit « Ok, maintenant on sait qui on ne va pas dénoncer, parce qu'après ça, c'est que des ennuis. » Et tout ça pour se servir de cette excuse-là politiquement correcte pour s'en tirer. Donc, alors justement, là, vous pensez dans le cas présent avec Michaël Harpon, peut-être que des collègues auraient eu envie de parler de ce profil qui déviait un peu de sa route, justement, et qu'ils s'en sont gardés par peur d'être accusés d'islamophobie, d'andiphobie, peut-être, que sais-je? Mais évidemment, cette histoire-là, je l'ai entendue 50 fois. Vous savez, quand vous avez eu des étudiants, alors après ça, des fois, ils ont des circonstances dans leur vie qui sont un peu troublantes, surtout quand ils sont confrontés à des choses dangereuses, ou ils ont été le témoin de spectacles dangereux, etc. Des fois, quand ils peuvent en parler à personne d'autre, ils retournent voir leur prof. Parce que à qui vous voulez raconter ça? Vous racontez ça au dîner à la maison, les gens hurlent en disant au fou, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais arrête avec tes trucs horribles, etc. Et donc, j'ai été à plusieurs reprises le confident d'histoires qui vont exactement dans le même sens. On ne peut plus dire, dans certains secteurs, rien du tout. Voilà. J'ai donné un autre exemple aussi, je le répète, parce que la base de la pédagogie, c'est la répétition, et je souhaite et j'espère que ça aura à la fin un résultat. Pour grappiller quelques sous, on externalise dans la police. C'est-à-dire qu'on confie à des sociétés extérieures le soin de la manutention, et notamment, imaginez-vous, les cars des CRS, les véhicules de la police, sont confiés non plus, comme c'était le cas naguère, au propre service de réparation, au propre garage de la police, mais sont confiés à des instances extérieures. Concrètement, on peut les saboter. Mais c'est pas la première fois que des gens qui sont dans le garage de la police et qui voient des gens de l'extérieur venir chercher des camions pour les réparer, voient arriver des barbus avec la zébiba sur le front et se disent « mais au secours, mais c'est à ça qu'on confie les autocars qui ainsi peuvent un jour tomber en panne ou même être sabotés ». Donc je crois que les trous dans la raquette dans des ministères comme le ministère de l'Intérieur sont importants et sont nombreux. On me signale aussi des cas où des individus bizarres commencent à s'infiltrer dans des clubs de tir qui sont sous contrôle et sous vérification de la préfecture de police de Paris, dans la région parisienne. Voilà, alors ça commence à faire beaucoup. Tous ces gens qui s'infiltrent là-dedans n'ont pas forcément des velléités ou des impulsions terroristes, mais enfin quand même, ils sont à l'intérieur d'un dispositif religieux dont les partis extrêmes sont clairement et de manière sanglante sur le sol français terroristes. On ne peut pas faire comme si c'était des enfants de Marie, quoi. Hein. Donc il faut être plus prudent qu'on ne l'est à l'heure actuelle, et le fait que les dirigeants, le ministre de l'Intérieur ne comprennent rien à tout ça et disent « faut être vigilant »,
dans un contexte où l'esprit de corps est tout et que si cet esprit de corps s'évapore, il n'y a tout simplement plus de police, mais des gens qui, à l'intérieur de la même voiture de patrouille, à l'intérieur du même autocar, vont finir par se faire des procès les uns des autres parce qu'il a mal parlé d'un tel ou de machin, c'est pas possible. Quand on monte au front, il faut être soudé. Et le fait de dénoncer ses petits camarades de jeu n'est pas le meilleur moyen pour assurer de telles soudures. C'est ça la réalité. On va revenir sur un autre point qui me semble fondamental, c'est le poste de Michael Harpon, puisqu'il était informaticien. On sait que la police a retrouvé une clé USB qui présentait des vidéos en lien avec l'islamisme, visiblement radical, et également des coordonnées de policiers. Il y a encore plein d'interrogations autour de tout cela. Oui, et vous avez vu que ça c'est public, hein, on l'a appris avant-hier, que plus de 160 policiers étaient chargés de cette enquête-là. Et pourquoi tant de monde pour une affaire certes importante, mais peut-être que 5 policiers auraient suffi. Non, pourquoi il y en a 160 ? Parce que la réaction des services de renseignement étrangers a été horrifiée. Tout le monde sait. Je veux dire, vous prenez n'importe quel informaticien ayant dans sa vie bidouillé des trucs et puis ayant, comme toujours quand ils sont jeunes, ils ont un peu un passé de proto-pirate, même s'ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais ils savent comment faire. Voilà. Quand vous êtes dans un système informatique depuis 15 ans, vous accédez à tout. Tout vous est accessible. Parce que soit par jeu, soit par curiosité, soit par curiosité malsaine, soit par désir de pénétration, vous avez envie d'aller pousser les portes pour voir derrière. L'être humain est ainsi fait, il n'aime pas les portes fermées, donc il veut avoir intérêt à entrouvrir le truc pour savoir ce qu'il y a derrière. Vous êtes depuis 15 ans dans un système, vous le possédez parfaitement. Voilà. Et donc, dans le système en question, il y a parmi les informations les plus sensibles dont dispose et dont a besoin pour protéger la population de la capitale, des 5 principales capitales du monde, les gouvernants, le préfet de police, le ministre, etc., ils ont besoin de tout ça. Et là-dedans, notamment, il y a des fichiers dans lesquels, de par la loi, vous devez figurer si après ça, vous allez infiltrer une mosquée ou quoi que ce soit. Si jamais le fichier en question n'existe pas, et si vous vous grimez en salafiste pour aller infiltrer la mosquée Allahu Akbar, comment après ça vous pouvez justifier du fait moi c'est pas comme les autres, je suis un infiltré? C'est pas possible. Et donc naturellement il faut qu'il y ait quelque part une indication qui dise que le monsieur est en mission et voilà pourquoi il le fait. Si vous n'avez pas ça, personne ne va plus. Imaginez des gens... Alors, vous comprenez ce que c'est que d'infiltrer une mosquée. Si vous ressemblez spectaculairement à un Norvégien, vous avez peu de chances d'y arriver. Donc on prend forcément des individus ayant le look. Et voilà, si en plus de ça, rien n'indique qu'ils sont là en mission, et ils peuvent très bien être accusés d'être des islamistes eux-mêmes. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait, dans un service action, on vous dit qu'un ennemi de la France doit être... comment dit-on maintenant, politiquement correctement? Neutralisé, voilà. Eh bien, vous le faites, mais il faut que ça figure quelque part si vous ne voulez pas être simplement accusé d'assassinat. On n'a pas le droit de tuer qui on veut. Donc, quand ça se fait dans le cadre d'une mission d'infiltration, ou pire, il faut avoir absolument des traces. À partir du moment où vous avez un individu qui a réussi à infiltrer l'endroit où ces traces-là sont conservées, c'est dramatique, en plus de ça. Alors, je ne dis pas que c'est arrivé. Bien sûr, je dis que l'avertissement est terrible. Parce que, même si ce n'est pas arrivé, l'individu en question avait tout loisir de le faire. Il le pouvait. Et 15 ans dans un système informatique, même le dernier des débiles, il sait exactement d'où tout se trouve, quoi. Et comment entrer, et comment refermer la porte sans se faire repérer. Voilà, il y a des parois coupe-feu, il y a des codes, il y a des trucs comme ça. Ok, au bout de 15 ans, vous savez faire. Hein. Alors ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, à supposer que l'individu soit une taupe, hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Parce Ce qui ne signifie pas qu'il est rentré dans la police comme taupe. Non, non, mais... Non. Le monsieur qui m'a confié qu'il avait eu
Michael Harpon, comme étudiant, élève, dans le cadre de la formation des handicapés, me dit qu'à l'époque, c'était un agneau, qu'il était la douceur même. Et lui ne voit pas comment, de lui-même, il aurait pu subir cette évolution-là. Lui, qui connaît bien l'individu, qui l'a eu pendant des années, à qui il a enseigné des choses. Quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un longtemps, vous êtes un peu dans son cerveau, quoi. Il faut arriver, voilà. Donc il dit non, ça lui ressemble pas, il a été manipulé, bon. Si ces gens-là en ont fait une taupe, c'est pas sûr à l'heure actuelle. Mais ce que je voulais vous dire, et ce qui est très important, c'est qu'il faut l'envisager. Le diagnostic de renseignement, c'est comme la médecine d'urgence. Si vous n'envisagez pas le pire, le patient crève. Hein ? Voilà, donc il faut, le type qui arrive tout bleu aux urgences, il faut envisager la crise cardiaque avant de se dire qu'il a simplement mal avalé sa madeleine. Hein, voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc si jamais c'est une taupe, il existe maintenant, là aussi, tout le monde le sait, il suffit d'avoir lu une revue spécialisée, des logiciels malveillants. Vous faites entrer un petit ver ou un petit cheval de Troie à l'intérieur d'un ordinateur, et puis de là, ça se promène. Et là, à l'heure actuelle, les services étrangers, ils disent vous êtes sûr que rien n'est en train de se promener à l'heure actuelle? Et puis, alors, je ne pense pas que les services de renseignement aient une informatique interconnectée, ou c'est pas Internet, quoi. Mais maintenant, les moyens de faire circuler ces logiciels malveillants sont tellement subtils, par les téléphones portables, par ceci, par cela. Une fois qu'il est dans le dispositif, à l'heure actuelle, Dieu sait où il a pu se balader. J'insiste, pas paniquer les gens, ça n'est pas une certitude, mais l'hypothèse, elle est sérieuse. Monsieur Harpon aurait été en poste 6 mois avant d'accomplir son geste. Le fait qu'il arrive à circuler dans le dispositif était relativement improbable. Au bout de 15 ans, c'est une quasi-certitude. Voilà. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors on doit tirer quand même des conclusions politiques, même si effectivement Michael Harpon a été recruté bien avant l'arrivée de ce gouvernement. Pour vous, comment se comporte le gouvernement aujourd'hui? On a vu Christophe Castaner faire des annonces, puis se contredire le préfet de police. On a l'impression d'une impréparation totale, d'un manque même de connaissances, d'informations, et heureusement qu'il y a le secret défense des fois pour se cacher derrière d'ailleurs. Et en grande partie, ça a été inventé pour ça. Vous savez, là, une fois de plus, je ne vais pas trahir des choses, mais des fois, dans le cadre du secret défense, je voyais des papiers, des textes. Si jamais ils n'avaient pas été couverts par le secret défense, ils seraient fait recaler pour faire un que sais-je, quoi. Ouais, c'était totalement nul, mais boum, tampon rouge, machin, besoin d'en connaître, protection de la source, tout ça, les tampons rouges dans tous les sens. Alors effectivement, ça permet de couvrir des insuffisances, hein, comme des gens qui protègent de très près une vertu que nul ne songe à attaquer. C'est à peu près le même principe. La vertu protège. Hein. Donc ça, c'est une certitude. Ce qui est grave dans cette affaire-là, c'est que l'attitude constamment pitoyable de M. Castaner, la réaction, comme d'habitude, Calimero, quoi. Elle tombe à chaque fois de l'armoire, Madame Belloubet, mais c'est trop affreux, mais vous vous rendez compte, etc. Tout ça témoigne en surplomb qu'il y a quelque chose au-dessus quand même. Hein. Ces gens-là ne sont pas arrivés là par les petites annonces, quoi. On les a choisis. La faille énorme, le gouffre, l'incapacité du gouvernement de M. Macron résulte de la faille absolument primordiale qui est son incapacité à lui de considérer tout ce qui relève du régalien. C'est pas son monde. Il veut de l'économie, il veut de la fluidité, il veut les grands accords internationaux, ce monde, c'est pas le monde réel, etc. En fait. Oui, mais c'est un monde aussi, c'est le monde de Wall Street, c'est le monde de toutes ces choses-là, ça existe. Mais dans le domaine du régalien, il est intégralement paumé. Il n'y connaît rien, il n'y comprend rien, et il fait constamment de travers, parce qu'il n'imagine pas, quoi. Quelqu'un qui a une idée, je sais pas, je vais prendre quelqu'un envers qui j'ai pas une sympathie énorme, mais même Louis Jox ou des gens comme ça, ils savaient qu'on ne peut pas exiger de corps fondés sur l'esprit de corps de s'espionner, de se balancer les uns les autres, que c'était même pas possible dans les rêves, quoi. Et alors le fait qu'ils demandent ça,
prouve qu'il n'y connaît rien, qu'il n'y comprend rien. Alors, c'est un des multiples, l'affaire, hélas, de la préfecture de police, c'est un des multiples points d'application d'un principe général. Il soulève le couvercle de la politique de la ville. Oh là, c'est pas bon. Hop, on fait rien. Voilà. Pourquoi? Borloo à la niche, et puis terminé, on fait rien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans le domaine de la politique de la ville? Rien. Les réformes policières, elles sont constamment faites pour grappiller du fric à droite et à gauche. Je vais vous dire la dernière. Il y a des instances où les gens peuvent se connaître, peuvent se comprendre, peuvent partager des informations, peuvent apprendre à travailler ensemble. L'une de ces instances, c'est l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, l'INESJ, supprimé à partir de 2020, terminé, plus un sou, on ferme. Ça a failli arriver à l'Institut des hautes études de défense nationale. Je crois que les énarques qui entourent M. Macron s'en foutent. Pour eux, la défense nationale, etc., c'est des concepts un peu vagues, un peu flous. On en fait le minimum pour ne pas se faire cartonner en période électorale. Mais voilà. Alors, le point d'appui particulier, et là, on le voit, c'est d'avoir choisi comme ministre de l'Intérieur. Vous savez, c'est primordial, le ministre de l'Intérieur. Il est là, sa fonction depuis le début de la Ve République, le général de Gaulle, Pompidou, etc., Mitterrand choisissait les ministres de l'Intérieur en fonction de leur capacité tout à fait décisive à rassurer les Français. Vous avez vu le dernier sondage? Ben non, il ne nous rassure pas, 73%, quoi. Au secours et à la porte. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Xavier Hofer. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous propose de liker, de commenter, de partager cette émission. C'est très bon pour le référencement et puis ça me fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.